Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bourgmestre au Haut-Lieu-Saint-Pierre et chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Tout d'abord, une question sur le voile des policières. C'est le bourgmestre de Vilvoorde qui a proposé cela, en tout cas proposé d'y réfléchir, de pouvoir autoriser le port de voile pour les candidates policières. Alors, je voudrais connaître votre réaction et je vous en propose 3. A, c'est une bonne idée. Cela permettra d'élargir la base de recrutement. B, pas question de voile. Pas de voile pour des fonctionnaires en relation avec le public. Ou C, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres sujets plus urgents? Alors, quelle est votre réaction, Benoît Serex? Très clairement B. Donc pas question que ce soit pour des fonctionnaires, que ce soit pour des magistrats, que ce soit pour des policiers. Ça heurte fondamentalement le principe de neutralité du service public, qui est un principe essentiel chez nous, et qui a d'ailleurs, on l'a vu dans d'autres domaines, mais été consacré par la Cour européenne il y a quelques semaines. Ça concernait le secteur privé, mais donc pas de port de signes distinctifs où qu'on soit dans la fonction publique. Vous n'imaginez quand même pas demain un policier qui circulerait en soutane ici à Bruxelles. Eh bien, on se trouve dans le même type de situation, donc c'est non. Même si c'est difficile de recruter des policiers qui viennent de publics de la diversité, comme on dit d'habitude. C'est pour ça qu'à Amsterdam ou dans d'autres capitales, il y a effectivement des policières voilées. Alors, c'est difficile de recruter aussi des femmes dans la police. On voit qu'il y a encore un grand déséquilibre entre hommes-femmes. Il y a un gros effort à faire au niveau de la diversité. Et ça, je pense qu'on le fait par la formation. Le gouvernement bruxellois a pris une bonne initiative en créant maintenant un centre de formation au métier de la sécurité. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut transiger sur nos valeurs. Donc ça, évidemment, ça ne va pas. Et donc, tout le monde doit avoir affiché une neutralité lorsqu'on exerce une fonction dans le service public. Alors, cette semaine, c'est une grande semaine pour Bruxelles. La venue de Donald Trump et de différents chefs d'État et chefs de gouvernement pour le sommet de l'OTAN. Alors, ça va mettre pratiquement Bruxelles en état de siège, en tout cas mercredi et jeudi. Les syndicats policiers se plaignent du manque de préparation des polices. Est-ce que les bourgmestres se plaignent aussi du fait qu'on va prendre vos policiers pour s'occuper de cette venue de chef d'État? Alors, la première chose, c'est qu'on doit quand même encore être heureux à Bruxelles de pouvoir organiser des sommets européens, des sommets de l'OTAN. C'est vraiment notre rôle de capitale internationale, de capitale européenne. Et ça, il faut quand même dire aussi aux téléspectateurs que c'est important pour Bruxelles. Par contre, ça demande un effort extraordinaire en matière de sécurité. Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on fait peser une grande partie de cet effort sur les communes, sur les zones de police bruxelloises. Vous savez qu'on demande depuis des années la révision de la norme KUL, du nombre de policiers par zone, qu'on ne l'obtient pas. On met en avant cette spécificité de Bruxelles avec cette explosion démographique, mais aussi avec l'organisation de toutes ces réunions au niveau international. Et ça, on voit bien qu'on n'en tient pas compte. Et donc, dans des zones comme la mienne, la zone Montgomery, on doit, pour des manifestations comme la venue de M. Trump, eh bien, livrer énormément de ressources policières. Ça coûte très cher. Et on est peu aidé par le fédéral. On n'est pas aidé non plus, ou très peu aidé, par la réserve fédérale qui a été progressivement démantelée sous ce gouvernement-ci, et dont pourtant ce serait le rôle essentiel dans des moments comme ceux-ci. Vous avez dit que ça met en péril la zone Montgomery pendant ces quelques jours? Alors on peut quand même rassurer les citoyens de la zone Montgomery, mais ça mobilise quasiment tout notre corps de police, à la fois pour assurer la sécurité des citoyens, je dirais, comme d'habitude, mais aussi pour participer à l'organisation de ce sommet européen, ce qui veut dire que ça a un coût terrible en heures supplémentaires de la part de nos policiers, puisque tout le monde est mobilisé. En plus, c'est pour partie un jour férié, donc ça coûtera d'autant plus cher. Enfin, l'avantage que ce soit un jour férié, c'est qu'il y a moins de circulation. Ça bloquera moins Bruxelles. Ça, c'est exact. Et en effet, la mobilité, on sera moins entravée. Mais il n'empêche, je souhaiterais quand même, et je lance ici cet appel au fédéral, il faut des compensations, parce que sinon, au niveau des zones de police, nous ne serons plus à même d'assurer la sécurité du citoyen.
Et votre conseil, c'est de se balader à Woluwe-Saint-Pierre le 24 et le 25 mai, où là, il n'y aura pas de problème de mobilité. Alors, à Woluwe-Saint-Pierre, il fera d'ailleurs très beau ce week-end. J'invite tout le monde à se balader, soit dans le parc de la Woluwe, soit en forêt de Soignes. Mais donc tout ça pour ce long week-end qui débute jeudi. Mais avant ça, je voudrais parler de gouvernance et de transparence avec vous. Au dernier conseil communal Woluwe-Saint-Pierre, vous avez voté une espèce de transparence complète des rémunérations, mais pas seulement pour les élus, mais aussi pour les différents mandats paracommunaux. Ça veut dire vraiment qu'on va vraiment voir qui gagne quoi et on pourra voir les conflits d'intérêts ou les rémunérations exagérées, c'est ça l'idée? Oui, ça me semble essentiel, après ce qu'on a vécu malheureusement en Wallonie, de pouvoir assurer cette transparence totale. Et c'est une motion qui a été votée chez nous à l'unanimité, donc majorité comme opposition, avec la transparence totale, que ce soit pour le bourgmestre, les conseillers communaux, les échevins, mais aussi quiconque exerce un mandat public dans une association, savoir exactement quelle est la nature de son mandat, combien est-ce qu'il serait éventuellement rémunéré. Il y a énormément, chez nous, la grande majorité des mandats sont bénévoles, mais bon, pour ceux qui sont rémunérés, savoir quel est le montant de la rémunération, savoir aussi s'il est présent aux réunions, et bien tout ça sera publié chaque année dans le rapport annuel et publié sur notre site internet. Donc c'est un contrôle intégral, ça. C'est une transparence intégrale. Je pense que le citoyen a droit de savoir ce que fait son élu ou un représentant dans une association publique. Alors vous êtes membre de la majorité au régional. Pourquoi au régional, ça ne peut pas être juste la même chose? Mais on est en train d'avancer. Je fais partie de lentement, hein? Ça, c'est vous qui dites, mais, je fais partie de ce fameux groupe gouvernance sous la présidence du président du Parlement. On a déjà avancé sur la représentation de l'opposition au sein des organismes pararégionaux dans les conseils d'administration pour qu'elle puisse exercer son rôle de contrôle. Ce sera voté avant fin juillet. On a avancé sur ce qu'on appelle la commission déontologie, c'est-à-dire lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, qui pourra être soit saisi à la demande du parlementaire, soit se saisir d'office, voté avant le 21 juillet. Et nous avons avancé sur la transparence dans les organismes pararégionaux. C'est de nouveau la même chose que ce que nous avons fait au niveau communal. Présence aux réunions, montant des rémunérations, tout ça doit être complètement public. Alors, il reste des sujets d'importance à discuter. Oui. Je pense au cumul et je pense aussi à la diminution du nombre d'élus, tant au Parlement régional. Moi, j'ai toujours dit qu'on pourrait fonctionner avec une 50aine d'élus dans un Parlement comme celui de Bruxelles, que dans les communes, moins d'échevins. Ça, ce sont deux sujets d'importance qui restent à traiter. Oui, et sur lesquels il n'y a pas d'accord. Finalement, les trois premiers, vous dites on attendra fin juillet, 21 juillet. OK, donc là, il y a un accord. Non, il y a un accord et on votera d'ici fin juillet. D'accord, mais cumul et diminution du nombre de députés, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Non, mais sur le cumul, moi, je plaide en tout cas pour qu'il y ait une harmonisation entre les différents parlements dans ce pays. Qu'on n'ait pas un système qui prévaudrait au Parlement fédéral et un autre au Parlement bruxellois. Parce que sinon... Comme c'était le cas. Parce qu'il y avait des règles différentes entre la Wallonie et Bruxelles. Voilà, oui, mais pas en tout cas entre le fédéral et Bruxelles. Ouais. Or, les Bruxellois, ils sont parfois candidats au Parlement régional et parfois à la Chambre. Moi, je voudrais quand même éviter que des gens ne fassent un peu un shopping électoral en fonction de ce qui serait autorisé ou pas, qu'on ait les mêmes règles partout. Alors ce matin, Didier Gauzoin a voulu insister sur l'importance de l'emploi bruxellois et de l'emploi à Bruxelles en ce qui concerne Brussels Airport. Et il a fait un appel finalement aux régions, même à la région flamande, en disant « Créons ensemble un observatoire indépendant pour objectiver les chiffres économiques » parce que pour l'instant, il est difficile de savoir exactement quel est l'emploi, qui travaille, pour quelle compagnie à Brussels Airport. Vous vous associez à cette demande d'observatoire ? Alors c'est exact qu'on a toujours eu énormément de difficultés à savoir combien de Bruxellois travaillaient au sein de l'aéroport et des entreprises qui travaillent avec l'aéroport. Il y a toujours eu une certaine opacité qui a régné autour de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en a pas énormément. On peut se battre sur des chiffres, mais on sait qu'il n'y a pas énormément de Bruxellois qui aujourd'hui travaillent à l'aéroport. D'après l'étude que Didier Gauzoin a présentée, il y a entre 13 et 23% du personnel qui serait bruxellois. Et on passe à 23% quand on tient compte du personnel de nettoyage. Je pense en effet qu'on se rapproche plus des 10 à 15% que du reste. Mais
c'est évidemment un élément qui est un élément dans le débat, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut surtout pas oublier dans tout ce dossier la qualité de vie, la santé des centaines de milliers de Bruxellois qui sont, et de gens qui habitent même en dehors de Bruxelles, qui sont survolés en permanence. Moi, j'ai encore vécu une situation d'enfer ce week-end au-dessus de ma commune avec des atterrissages, avec des décollages qui rendent finalement la qualité de vie de Bruxelles extrêmement difficile. Et je vois que malheureusement, le gouvernement fédéral, par rapport à ce dossier, n'avance pas. Charles Michel aurait encore dit il y a peu de temps que ça ne valait pas une crise gouvernementale. Il y a quand même des groupes de travail qui fonctionnent pour l'instant. Je ne vois pas beaucoup d'avancées. Je vois une fermeté du côté du gouvernement bruxellois, très bien en application des normes de bruit. Je ne vois pas du côté de M. Belot, le ministre fédéral, des propositions concernant l'utilisation des pistes, concernant le respect des normes de vent. Tout ça, ça fait des mois et des mois qu'on attend. Et donc aujourd'hui, dans ma commune, la seule solution que nous avons trouvée, c'est d'intenter des actions judiciaires, parce que nous croyons que ça va être la seule solution. Et nous plaidons, la dernière audience, il y en a déjà eu pas mal, la dernière audience, c'est le 19 juin prochain, et on espère une décision judiciaire pour le mois de juillet. Alors d'ici là, vous connaissez sans doute les en même tempismes ou les macronades qui consistent à mettre ensemble deux éléments contradictoires. Et j'ai un exemple pour vous. Il faut préserver l'emploi bruxellois à Bruxelles-Airport et en même temps protéger les Bruxellois des nuisances sonores. Est-ce qu'il y a moyen de faire les deux ? Bien entendu qu'il y a moyen de faire les deux, parce que si on appliquait le principe qui prévaut dans tous les aéroports, à savoir le survol des zones les moins densément peuplées, eh bien ce problème serait résolu. Malheureusement, par rapport à ce qui se passe dans les autres aéroports, ici c'est un dossier de nature communautaire. Et du côté de la région flamande, on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière et toutes les nuisances sur la région bruxelloise. C'est ça qui ne va pas dans ce dossier. Alors vous disiez tout à l'heure que ce week-end, vous aviez été survolé comme c'est pas possible. Vous avez l'impression que vous êtes survolé plus que les autres ? Ah, très clairement. Et là, du côté de Belgocontrol, on n'applique pas correctement les normes de vent. J'ai énormément d'éléments qui le démontrent. Je constate, par exemple, que c'est souvent le week-end qu'on survole la région bruxelloise. Moi, dans ma commune, c'est 40% des week-ends qui sont survolés en atterrissage. Et subitement, comme par miracle, le lundi matin, les vents changeraient de direction et alors on reprend d'autres pistes. C'est quand même un peu bizarre, vous conviendrez. Donc vous croyez que la météo est du côté des Flamands et de Belgocontrol ? En tout cas, l'application des normes de vent, elle est en tout cas sujette à caution du côté de Belgocontrol, très clairement. Merci Benoît Serex. Demain, je recevrai Laurette Onkelings. Alors d'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.